Bonjour à tous, bienvenue à cette 10e conférence de l'ESG UQAM. Donc je vais très vite, on a un petit peu de retard, je vais laisser très vite la parole à notre cher doyen Komlan Sedzro pour son discours. Bonjour à toutes et à tous, chers membres de la communauté ESG. Comme Jody vient de le dire, la responsable des COM de l'ESG UQAM, c'est déjà la 10e conférence, grande conférence de l'ESG, qui est devenue un rendez-vous incontournable. Donc, j'en profite pour remercier tous ceux qui sont là. Je ne sais pas si c'est grâce au ministre que vous êtes aussi nombreux aujourd'hui ou grâce à M. Gagné, mais je vois aussi le grand PDG de la Société Générale qui est derrière nous et je suis content. Merci d'être là aussi. Et M. le député de Bourassa d'être là. J'en profite aussi pour remercier très sincèrement nos conférenciers. D'abord le ministre Pierre Fitzgibbon, qui nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. Denis Deschamps, j'espère que c'est sa première conférence à Monsieur le ministre depuis les événements. Monsieur Denis Deschamps, coprésident exécutif du CA de Drakkar et président du CA du Conseil du patronat du Québec. Donc, je suis très content qu'on puisse connecter avec le Centre d'entrepreneuriat et l'École des sciences de la gestion. Bien sûr, mon infatigable Martin Delaurier, qui est DG du Centre d'entrepreneuriat de l'ESG UQAM. Pour ceux qui ne savent pas, j'aime bien parler de l'école dans son ensemble. J'aimerais vous raconter juste une petite histoire. Bon, il y a 10 jours, j'étais à New York, à la Northeast Business Dean Association. Donc, des doyens de l'Est des États-Unis et du nord des États-Unis, qui est le Canada. Vous connaissez les Américains. Et là, il y a un doyen avec qui je parlais. Finalement, je dis, mais combien vous êtes? Mettons qu'il me taquinait un peu. Je dis, mais combien vous êtes là, finalement, pour m'embêter? Et là, il dit, mais notre école, ça a 1000 étudiants seulement. Je dis, nous, on est 13 000 étudiants. C'est jusqu'à quel point on est gros et on est performant et qu'on a développé notre impact sur la société québécoise et dans le monde. Et j'aime à dire aussi qu'on a 300 professeurs. Eux, ils en ont 64, juste pour comparaison. Et on a formé plus de diplômés, 112 000 ou 115 000 actuellement, que n'importe quelle autre école de gestion au Québec et au Canada. Et j'en suis très fier, en fait. Je veux nous applaudir. Et moi, je suis prof en finance en partant, mais j'aime bien les comparaisons, j'aime bien les chiffres. La dernière fois, j'avais demandé à Jody si on peut avoir les chiffres sur notre présence dans les médias, la présence des diplômés de l'école ou des professeurs de l'école des sciences de la gestion dans les médias. Donc, on a commencé à me fournir des chiffres. Comme ce n'était pas suffisant, j'ai demandé de me fournir les chiffres sur les autres écoles de gestion à Montréal, pour commencer. Et là, je me suis rendu compte que 60 à 70% des présents dans les médias proviennent des professeurs de l'École des sciences de la gestion. Donc, quand on parle d'actualité, quand on parle d'aéronautique, d'Haïti, Haïti pas comme Trump, mais d'Haïti de façon positive, c'est nos profs encore qui sont dans les médias. Donc, je suis très fier de l'école que j'ai le bonheur de diriger depuis 6 ans bientôt. Pour parler de nos impacts futurs ou de nos ambitions futures, je voudrais, où on va mettre de l'avant 5 thèmes principaux ou 5 écosystèmes, parce qu'on veut toujours être ancré dans la société. Parce que le rôle premier des établissements d'enseignement, c'est d'être ancré, de prévoir l'avenir ou de tenter de le prévoir et de servir notre communauté. Donc, on veut se brancher sur les 5 transitions qu'on a déterminées qui secouent notre société actuellement. On parle de transition des milieux de vie, c'est quelque chose, on parle de logement, c'est quelque chose qui est important. On parle de transition numérique, c'est tout aussi important puisque l'intelligence artificielle et consorts, la cybersécurité, c'est des choses qui nous importent actuellement. On parle de transition économique et
et financière. C'est quelque chose aussi d'important. Et la dernière, et non la moindre, c'est la transition entrepreneuriale, puisqu'on veut développer l'entrepreneuriat au Québec également. Et sur ce point, c'est l'objet de la conférence aujourd'hui, je peux dire que l'école remplit sa mission, mais va encore le remplir beaucoup plus dans l'avenir. On a un centre de recherche, Carrefour Entreprendre à Impact, pour le côté recherche. On a des formations en entrepreneuriat, des programmes crédités en dynamique entrepreneuriale, que ce soit au premier cycle ou au deuxième cycle. On a aussi des programmes non crédités dans ce domaine-là. Et bien entendu, on a le centre d'entrepreneuriat pour accompagner. Donc, on a tout le continuum pour servir l'entrepreneuriat au Québec. Le thème de ce jour, c'est le reprenariat et l'importance de garder les sièges sociaux au Québec. Il s'agit d'un sujet capital pour l'avenir économique de notre province. Les sièges sociaux au Québec ne concernent pas seulement les entreprises. Elles touchent également l'innovation, la création d'emplois, la vitalité de nos régions et, en fin de compte, notre capacité collective à bâtir un avenir prospère. Conserver nos sièges sociaux ici au Québec, c'est garantir que nos centres de décision restent ancrés dans notre culture, nos valeurs et nos ambitions. C'est également soutenir un écosystème entrepreneurial qui renforce notre autonomie économique et notre capacité d'innover. Nous savons aussi que la mondialisation et les changements rapides des marchés posent des défis, mais ils offrent aussi des opportunités que nous devons saisir avec détermination et ingéniosité. Le Québec, c'est ma conviction profonde, est un terreau fertile pour l'entrepreneuriat et les centres d'entrepreneuriat universitaires, comme celui de l'ESG, bien entendu, et qui peuvent jouer un rôle crucial dans l'accompagnement des futurs leaders qui vont diversifier et mener notre économie de demain. On a déjà développé des entrepreneurs qui sont devenus des entreprises à succès. Je peux citer l'Hôtel Unique et je peux aussi citer, comment il s'appelle déjà, celle qui a créé les entreprises BU, pour ceux qui vont dans les dépanneurs, Jessica Arnois, qui est passée par notre MBA. Donc, je vais terminer ici, parce qu'il y a une discussion qui va suivre, et vous dire à toutes et à tous de profiter de la discussion, de poser des questions à nos invités, pas à moi, et je vous remercie très sincèrement pour votre présence, et je vous souhaite une belle conférence. Merci. Merci, Comlan. Bienvenue à tous. Martin Deslauriers, le directeur général du Centre d'entrepreneuriat. Donc, avant de débuter, permets-moi de reconnaître que l'Université du Québec à Montréal est située dans un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de vie, de rencontres et d'échanges entre plusieurs nations autochtones. Nous rendons hommage à cette nation, nous nous engageons à collaborer avec elle dans un esprit de respect et d'amitié. Sur ce, pour mettre la table à nos invités, en introduction, je veux vous parler rapidement du Québec Inc. Là, je regarde dans la salle, là, est-ce qu'il y en a qui sont nés des années 60, 70? Oui, quelques-uns. Pour les autres, bien, en fait, c'est quoi le Québec Inc? Bien, ça désigne l'essor des entreprises québécoises durant les années 60 à 70. Ça a été soutenu par l'État, puis c'est un symbole de montée économique locale fort et une classe d'entrepreneurs incarnant la fierté économique du Québec. Donc, moi, je me rappelle, en 70, mon père avait son entreprise, puis vraiment, d'être entrepreneur, tout le monde voulait être entrepreneur. Je peux vous dire que mon père, il m'a congédié quand j'ai voulu prendre l'entreprise pour que je continue l'université, puis après ça, revenir. Je ne suis jamais revenu dans l'entreprise, mais mes parents ne m'ont jamais poussé à venir dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est une réflexion que je vous pose, là. Vos parents vous ont-ils poussé à l'entrepreneuriat? Est-ce que vous poussez vos enfants à l'entrepreneuriat? C'est une question importante. Avant aussi de laisser la parole au conférencier, je vais arriver avec quelques chiffres. Donc, le Centre de transfert d'entreprises du Québec a fait une analyse de 2015 à 2021. C'était quoi la situation des entreprises, des PME du Québec? Donc, on se dit c'est 60-70, donc c'est 50-60 ans. Donc, dans les faits, l'évaluation a été faite sur 188 000 PME au Québec.
Puis à chaque année, on a l'équivalent de 26 milliards d'actifs qui est transféré. Puis c'est au-dessus de 120 000 employés qui sont affectés dans ces transferts-là. Donc c'est un phénomène là, qui est très important au point de vue économique. Puis en 2021, on prévoit... en 2021, il y a eu 8 600 transferts, qui représente une augmentation par rapport à 2015 de 32 %. Donc, les transferts, il y en a eu beaucoup. Puis selon Statistique Canada, on prévoit que 9 % des PME au Québec devraient être vendus dans la prochaine année. Ça représente 24 000 entreprises. Donc, il y a beaucoup de transferts qui s'en viennent, puis ceux qui travaillent un peu plus dans la juste valeur marchande d'une entreprise, vous le savez que vous prenez environ les 3 dernières années pour figurer une valeur. Donc, on s'entend qu'avec 2020, la pandémie, il y en a certains qui ont retardé la mise en vente parce que la valeur a été affectée. Donc là, on est rendu dans une optique qui devrait en avoir beaucoup dans les prochaines années. Moi, je me souviens quand j'ai fait mon MBA à l'École des sciences de gestion, il y a maintenant une quinzaine d'années, on prévoyait un transfert majeur. Et moi, je me souviens à l'époque, j'avais même laissé mon emploi pour partir une entreprise en transfert d'entreprise parce que les statistiques étaient phénoménales. Mais dans les faits, les entrepreneurs ne prennent pas leur retraite à 55 ans. Donc, c'est souvent la maladie qui demande de partir ou différents contextes. Le dernier point économique qui est important, c'est que nos PME, là, ça crée 64 % de nos emplois. Donc, imaginez si on perd un peu un noyau économique comme nos PME, comment ça peut affecter nos emplois. Donc, sur ce, moi, je ne suis pas le spécialiste, donc je vais inviter nos conférenciers à venir se joindre à nous. Donc, j'ai l'honneur d'inviter M. Denis Deschamps, M. Pierre Fitzgibbon et Komlan Zetpo. Première question, j'aime ça des éléments concrets. Donc, le reprenariat, concrètement, c'est quoi? Bien, on a la chance aujourd'hui d'avoir Denis Deschamps qui connaît, parce que je vais lui laisser parler du reprenariat, mais il est impliqué dans un processus de la sorte depuis plusieurs années. Donc, la première question que j'aurais à te poser, Denis, OK? Parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Quelles sont vos ambitions? C'est pour ça que tu m'as appelé Daniel tantôt. Oui, c'est... Je pense qu'il est plus nerveux que nous autres. Oui, moi, je ne suis pas habitué, hein, donc je suis plus derrière que devant la caméra. Donc, quelles sont tes ambitions face au reprenariat de Drakkar? C'est bon? C'est à moi, ça, c'est à toi, ça. OK. Alors, bonjour tout le monde. Je vais vous parler d'une expérience très pragmatique. Là. Je pense que c'est la meilleure chose à faire, là, tomber dans le concret. Mon expérience, naturellement, je veux juste vous dire que Drakkar, ça a été une start-up d'il y a 33 ans, dans une belle relation partenariale avec mon partenaire avec qui j'ai fondé l'entreprise. Pour ce qui est de mon témoignage d'aujourd'hui que je vais vous présenter, cette vision de vouloir garder Drakkar au Québec, elle remonte à peu près il y a une dizaine d'années. Donc, ce n'est pas le fruit du moment, là, d'une inspiration du moment, irréfléchie ou intuitive. Alors, une vision là, que j'ai partagée avec mon partenaire sur ce que pouvait représenter cette capacité qu'on pouvait se donner pour l'investissement d'une vie professionnelle pour que le Québec puisse continuer à profiter de ce que l'on a bâti, puis d'avoir cette fierté de pouvoir le constater. Alors, dans les actions concrètes que j'ai initiées il y a 10 ans, tout a commencé par l'embauche d'un entrepreneur. Donc, quelqu'un qui voulait de l'actionnariat dans la société, quelqu'un d'extrêmement compétent et qui se qualifiait d'entrepreneur à ce moment-là. Hein, on s'entend la différence entre un entrepreneur, pour moi, là, sans rester très scientifique, c'est le goût du risque ou la capacité de mettre à risque notre avoir versus toute la compétence de pouvoir gérer une société comme si elle lui appartenait. Donc, ça a été le premier geste. Le deuxième geste, ça a été, en fonction de notre réalité d'affaires, le côté numérique extrêmement important. Hein, ça a été pendant plusieurs années notre blind spot. Qu'est-ce qu'on ne voit pas qui peut effectivement contrer nos plans? Alors, ça a été d'établir un bon partenariat avec une start-up numérique et cet associé-là
et mon associé entrepreneur, parce que naturellement, ça a été une question d'engagement à respecter, que tous les deux soient actionnaires de façon cohérente avec leur engagement et mon engagement et celui de mon partenaire. Ce sont déjà les prémices dans lesquelles on s'est investi et qui me permet aujourd'hui de venir vous parler de la confiance que j'ai dans le reprenariat et dans l'objectif que Drakkar puisse rester au Québec. Pas juste le siège social, la propriété et tout ce que ça représente du point de vue local, même si Drakkar est une société internationale, très présente en Europe, très présente en Amérique du Nord, c'est d'être capable de pouvoir garder, oui, cette propriété-là, avec tous les impacts que ça peut avoir en termes de profitabilité, de fiscalité, pour être capable de redonner à la communauté. Alors, une fois que ça c'est dit, cet objectif-là, il a été respectueux de deux choses, parce qu'on peut être confronté comme entrepreneur à la réalité familiale. Moi, personnellement, j'ai toujours été au rendez-vous pour accompagner mes enfants. J'ai trois jeunes enfants, 3 adultes maintenant. Je suis même grand-papa, papy. Ça a été d'accompagner mes enfants dans leurs projets et non pas mes projets. Et si j'avais eu un de mes enfants qui avait eu de l'intérêt puis que ça aurait été cohérent pour que ça soit pertinent, ça aurait pu faire partie des projets. Ça n'a pas été le cas. C'est la même chose du côté de mon partenaire. J'ai quand même un de mes fils qui travaille dans notre division numérique, bien content, il va bien, puis il est heureux. Mais ce n'est pas un entrepreneur. Deuxième élément, bien naturellement, j'ai pris des engagements, moi, avec mes associés, il y a 10 ans, 11 ans particulièrement. Puis dans le cas de la start-up, on monte à 6-7 ans. Parce que pour moi, c'était important de pouvoir faire comme j'ai fait dans le passé, m'engager dans une société pour être capable de parler en connaissance de cause. Parce qu'on pouvait parler des buzzwords du temps, transformation digitale, intelligence artificielle. Bien, il n'y a rien de mieux que de plonger puis d'être capable de le vivre, puis d'être capable de répondre à nos propres besoins. Puis l'engagement, c'était de grossir sa société à mon partenaire, profitant des besoins de l'organisation, puis d'aller à l'export, ce qu'on a réussi à travers le temps. Donc, respecter l'engagement que j'ai pris avec mes partenaires, que ce n'était pas futile, que c'était réel, puis ils font partie de mon plan de succession, du plan de succession de mon partenaire et moi, là, dans la démarche qui est déjà entreprise. Là, mon écran s'est éteint. C'est correct, non, c'est bon. Je pourrais partir très longtemps, je vais respecter mon temps. Il me reste combien de temps, Martin? Oui, il te reste un peu de temps. Il reste un peu de temps? OK. Alors, écoutez, ces deux éléments-là, ils sont importants. Puis, je vais vous parler de... C'est sûr que Drakkar n'est pas nécessairement connu comme les grandes sociétés. Drakkar, c'est 2500 employés, c'est 250 millions de chiffre d'affaires. Une société qui s'est dégagée. D'ailleurs, j'ai encore la belle image et des photos de mon ami Pierre, anciennement ministre, qui nous a bien accompagnés dans notre projet de centre d'excellence sur la maintenance du A220. Donc, pour le bénéfice de tout le monde, vous vous souvenez, la C-Series. Je pense que, on a cette fierté de pouvoir garder Bombardier comme un ancrage important pour le Québec, et c'est important de le protéger. De mon côté, ce centre d'excellence où on ouvre nos portes dans un mois, avec le soutien de l'État. Puis j'ai encore la belle image de Pierre qui est un peu en arrière-plan au Bourget, au Salon de l'aéronautique, et puis qui me regarde avec sympathie, même avec émotion. Alors, c'est sûr que c'est une belle image que je garde en tête. Puis bien content là, que Pierre ait accepté de venir dans ce nouveau chapitre de vie qui l'attend. Alors, si je prends cet ancrage-là, bien, pour moi, c'est important pour le bénéfice de ce que représente la C-Series, l'Airbus A220, qui est bien installé ici, de pouvoir m'assurer que autant le gouvernement puisse rester associé à ce projet-là, parce que, naturellement, Airbus, c'est un acquis fort important dans son arrivée. C'est sûr que les gens de Bombardier ont été très émotifs de sentir le démantèlement de Bombardier, mais aujourd'hui, le Québec est riche d'un Bombardier qui a retrouvé ses racines, d'un Alstom qui est présent pour le côté ferroviaire et d'un Airbus qui est présent ici au Québec, avec des engagements, mais Airbus est partout dans le monde. Alors, est-ce que l'objectif que je vise de cet ancrage-là pour que le gouvernement reste associé au Centre d'excellence sur la maintenance du A220, bien oui, c'est un exemple typique de l'ancrage. Mon modèle d'affaires,
il est très innovant, peu connu, mais qui est très efficace, bien, que ça puisse rester au Québec puis que ça puisse porter des fruits pour influencer d'autres entrepreneurs, des modèles qui peuvent effectivement amener à l'export. L'export égale création de richesse pour le retour et puis bénéficier à l'écosystème québécois. Donc, voilà dans les grandes lignes les actions que j'ai posées et l'engagement que j'ai pris. Puis, je vous parlerai dans un deuxième temps des conditions qui sont peut-être importantes pour moi à ce stade-ci du cheminement de mon projet. Avant d'arriver sur la deuxième question, rapidement, il y a un point qui m'intéresse, c'est les intrapreneurs. Parce que souvent, on veut rentrer quelqu'un dans notre structure, mais le jour 1, ils ont-ils des actions? Y a-t-il un plan D? Comment tu as réussi à intéresser des gens? Est-ce que le jour 1, tu as donné des actions ou tu as dit sur un plan sur X sur 18 mois? Bien, ça a commencé par une poignée de main de mon engagement qu'il deviendrait actionnaire, non pas dans 5 ans ou dans 10 ans, mais bien à sa première année. Ce côté entrepreneur dans lequel il s'est engagé, il a réinvesti toute sa bonification dans le régime d'option pour accéder à des actions dès la première année. Donc, la balle était dans son camp de démontrer son entrepreneurship ou son intrapreneurship, mais avec le risque associé à pouvoir créer de la valeur chez nous puis de démontrer que l'engagement, il était commun. C'est un élément hyper important parce que beaucoup de personnes veulent avoir des actions jour 1, mais c'est à risque pour les entrepreneurs. Donc, mais la poignée de main encore est encore valable dans le milieu des affaires. Rapidement, 2-3 minutes. Quelles sont tes attentes pour garder la propriété de Drakkar au Québec? En passant pendant le temps que je vais changer ma petite vidéo, je ne veux pas négliger la culture, les valeurs de l'organisation, le respect naturellement de nos employés, de nos investisseurs, que ça puisse effectivement les sécuriser aussi sur leur propre futur. Dans les conditions, c'est quand même assez rapide là, parce que, naturellement, il y a le contexte dans lequel je crois que le gouvernement doit s'impliquer de façon respectueuse de sa mission. Puis dans les éléments là, qui touchent autant le reprenariat que le côté management buyout, hein, parce que dans mon cas, le reprenariat se fait à travers un management buyout. La fiscalité attractive pour le cédant, parce que dans le fond, 30 ans de ta vie à créer de la valeur, ben, tu veux t'assurer que d'une certaine façon, il y aura des éléments dans l'équation qui vont être favorables. Donc, une capacité de pouvoir avoir un financement pertinent qui puisse respecter cette volonté-là que l'entreprise demeure. Je n'ai rien contre les fonds d'investissement, mais les fonds d'investissement sont là pour le bénéfice des investisseurs, des actionnaires, puis pour le rendement, puis naturellement, c'est des horizons toujours de 5 à 7 ans. Après 5 à 7 ans, bien, est-ce qu'on perd le contrôle de cette volonté, cette capacité que l'entreprise reste? Puis là, je dis bien, le siège social, c'est une chose, mais la propriété québécoise, canadienne, demeure. Naturellement, les incitatifs fiscaux dans le même contexte. Troisième élément, bien, il ne faut pas négliger ce que peut représenter le repreneur pour avoir des conditions favorables de prêt et d'accompagnement pour être capable que ça soit raisonnable et que ça se fasse sur un horizon de temps. C'est sûr que de mon côté, il y aura une balance de vente. Ça me permettra, de mon côté, dans l'instauration d'une gouvernance, de rester accessoire, mais en même temps, protéger l'intérêt autant financier que l'objectif de pérennité, et puis qu'à travers une certaine gouvernance, puis je pense qu'aujourd'hui, il y a des bonnes pratiques qui se sont faites sur le contexte légal pour s'assurer de pouvoir pérenniser à travers peut-être plusieurs générations d'entrepreneurs, et pourquoi pas, en parallèle de ce qu'a pu représenter les grands fleurons qui sont à leur 3e, 4e, 5e génération familiale. Naturellement, le gouvernement ne peut pas faire ça seul, donc c'est en complicité, comme il le fait déjà, que ce soit le MEI, Pierre pourra nous en parler d'autant plus, avec les belles choses qu'il a fait, malgré les critiques, mais ça, on s'entend, ça fait toujours partie, ça fait partie de l'équation. Investissement Québec, la Caisse de dépôt, puis en partenariat avec les institutions, incluant le Fonds de solidarité, à titre d'exemple.
de même que le fonds d'action. Alors voilà, en gros, les éléments qui sont les conditions dans lesquelles je suis, puis je suis en pleine confiance que c'est en train de se passer. Merci, Denis. Ben, je vais en profiter par la même occasion de parler plus du volet politique, volet réglementaire. Je vais céder la parole à M. Fitzgibbon maintenant. Pouvez-vous nous parler des enjeux de reprenariat au Québec et comment nous pouvons aider les cédants? Bonjour tout le monde. Merci, Comlan, merci pour l'invitation. Merci de l'avoir maintenu, même si je suis redevenu un citoyen. Puis, merci Denis, parce que Denis, c'est un exemple où, comme politicien, on fait des politiques, on fait des stratégies, mais quand on a des actions comme celles que tu as référées tantôt, ça nous rend heureux comme politiciens de voir que les choses peuvent se matérialiser du bon côté. Peut-être un update, le dossier du CETEC, j'ai fait une mise à jour, on fait un peu de numérologie parce que comme politicien, comme ministre de l'économie, ça m'intéressait beaucoup le reprenariat, d'autant plus qu'avant que je sois en politique, j'avais créé un family office pour un entrepreneur québécois et j'avais participé moi-même dans 2 reprenariats. Alors, tu sais, j'ai un peu de contexte. Et pour le gouvernement, c'est un peu problématique, la dynamique qu'il y a présentement parce que, bon, il y a 270 000 entreprises PME entreprises au Québec présentement, mais il y a seulement 5 qui ont en haut de 50 employés. Donc, c'est excessivement fragmenté. Puis, c'est pas parce que c'est en bas de 50, c'est pas bon, là, mais c'est parce que c'est complexe pour des politiques gouvernementales. Alors, comment est-ce qu'on va gérer cet enjeu de reprenariat-là? C'est fragmenté, évidemment, au niveau industriel, c'est la nature économique du Québec. C'est fragmenté au niveau régional. Le Québec, c'est évidemment très, très large. Puis, c'est fragmenté en termes de nombre d'entreprises. Puis, en fait, il y a 2,5 des entreprises, 270 000, qui contribuent à 60 du PIB. On va mettre tout ça ensemble, on va dire, OK, c'est pas nécessairement les revenus ou le nombre d'employés qui rend une entreprise stratégique pour le gouvernement ou pour une communauté. Ce qui est significatif, c'est le côté innovation, vous en parlez tantôt. Quelles sont les compagnies innovantes? C'est ça qui nous manque au Québec. Puis un des enjeux que moi j'ai toujours eu à travailler, c'est les start-up, les moutures de start-up. On n'a pas assez au Québec. On a beaucoup d'investissements en recherche fondamentale, mais on est moins bon sur l'entrepreneuriat, malgré ce qu'on peut dire. Maintenant, la dynamique du Québec sur l'entrepreneuriat est relativement simple. Il y a moins en moins d'acheteurs et il y a plus de vendeurs. Les cédants, on l'a, les chiffres qu'on a fait faire récemment, j'ai eu le rapport il y a 2 mois, entre 20 et 100 employés, il y a 2 000 entreprises qui vont être vendues d'ici 12 mois, on pense, puis il y en a 15 000 d'ici 5 ans. Puis quand tu vas en haut de 100 employés, là, on commence à avoir une taille significative, on a 400 d'ici 1 an, on a 2 500 d'ici 5 ans. Fait qu'on parle de près de 15 à 20 000 entreprises d'ici 5 ans. C'est énorme. Alors, quand un gouvernement, via Investissement Québec, veut interagir, Investissement Québec va faire peut-être 1000 entreprises d'ici quelques années. Alors, c'est sûr que ce n'est pas le gouvernement qui peut agir. Il faut trouver une façon d'enjeu ça. Alors, c'est quoi l'enjeu? Bien, l'enjeu, je pense, c'est que pour le niveau des cédants, moi, ce que je l'ai vu dans mon expérience, c'est que les gens tardent comme cédants à s'organiser sur une stratégie de sortie. Puis ce que Denis a fait, c'est phénoménal. Mais très peu font ça. Parce que les gens se ramassent, 1, sont malades. 2, ils sont tannés. 3, ça peut aller moins bien dans l'entreprise. Là, oups, il faut vendre rapidement. Là, c'est un peu du 9 à 1. Donc, évidemment, la valorisation n'est pas optimisée, d'une part. D'autre part, le processus est très chaotique. Ça, c'est le premier problème. Pour les repreneurs, bien, je pense qu'on a un enjeu aussi de formation. Parce que reprendre une entreprise, c'est pas juste d'être entrepreneur. Entrepreneur, oui, on a des écoles là, qui font l'entrepreneuriat. Vous l'avez, je pense à l'école de Beauce. Mais le reprenariat, c'est d'autres choses. Là. C'est le côté social qui rentre là-dedans, le côté psychologique. Moi, je me rappelle, quand j'ai fait la première transaction où j'étais avant, ça a pris 1 an. Parce que le vendeur, à un moment donné, il était vendeur, le lendemain, il était acheteur. Puis là, c'est comme, qu'est-ce que je vais faire quand je vais vendre? Je vais travailler où? Je vais rester impliqué? Le côté social du reprenariat, on le sous-évalue. Et moi, je pense qu'il va falloir commencer à... Bien, pas commencer, je pense que tout le monde le réalise, mais c'est très, très difficile si on n'est pas bien entouré. D'autre part, étant donné que les cédants tardent à annoncer qu'ils veulent vendre, bien, le repreneur, comment est-ce qu'il va s'organiser en amont pour trouver
l'entreprise qu'il veut. Tu sais, je regarde, il y a beaucoup de gens ici dans la salle, tantôt je n'ai parlé d'un qui veulent peut-être reprendre des entreprises, mais où tu vas où, là? Il n'y a pas de ligne téléphonique qui va dire, lui, t'as vendre, pas à vendre. Oui, on y va avec tes contacts. Alors, les repreneurs, il faut les former. Ça, c'est peut-être, comme tu m'en parlais tantôt, il faut les former, mais il faut aussi avoir le maillage. J'arrive au point du maillage. Le maillage, c'est complexe parce que, premièrement, c'est très confidentiel. Souvent, un cédant n'annonce pas dans le Journal de Montréal qu'il veut vendre son entreprise, de toute évidence. À qui il parle? Il y a beaucoup d'intervenants qui participent au reprenariat. On pense aux avocats, évidemment, on pense aux comptables, on pense aux gestions de patrimoine, on pense aux gens de ressources humaines, parce que souvent, le repreneur, le cédant, il veut travailler ailleurs ou faire d'autres choses. Alors, à un moment donné, on commence à élargir le cercle. Et comment on peut, moi, comme gouvernement, comment on organise le reprenariat? Le CETEX, c'est un bon exemple. Là, puis j'ai travaillé beaucoup avec eux autres. On dit qu'il faut s'organiser pour que les forces vives qui vont avoir un rôle à jouer puissent travailler en collaboration, tout en respectant le fait que le cédant ne veut pas nécessairement annoncer ce qu'il fait. Ça, c'est très, très, très complexe. Alors moi, je pense qu'il faut éviter le mot. Puis quand on regarde le processus décisionnel pour un cédant, bien évidemment, il y a la question de la prise de conscience. La prise de conscience, c'est-à-dire qu'on doit céder l'entreprise, que ce soit à nos enfants, au management, ou faire une vente. Une vente aussi du reprenariat. Alors, ce processus-là, il est complexe. Il faut être bien épaulé. Puis souvent, les entrepreneurs n'ont peut-être pas la formation pour le faire, puis n'ont pas accès aux gens pour se prendre cette conscience-là. Pour ça, la planification, ce que tu as très bien fait, Denis, la planification, comment est-ce qu'on fait ça? C'est pas une course. Alors, il faut là aussi avoir différents intervenants qui vont aider. Évidemment, la question de la négociation, c'est financier, c'est facile. Le modèle Excel, ça vaut 10 $, 20 $. C'est vrai, on donne trop d'importance au côté financier. Parce que, non, mais le côté financier, tout le monde peut faire ça. On met des Excel, puis on met des formules, puis on arrive avec un chiffre. Là. Il y a beaucoup de professeurs de finance dans la salle. On engage des évaluateurs, il va en avoir 8, il va y avoir 8 chiffres sur la moyenne, voici ce qu'on doit offrir. Alors, le côté financier, souvent, le moins important. Mais souvent, moi j'ai vu dans mes deux exemples, le prix ultime n'est pas seulement la seule considération. Tu parles de la pérennité, tu parles d'une compagnie qui est innovante, qui veut continuer. Alors souvent, le cédant, ce qui est sérieux, c'est souvent le cas, va voir les valeurs humaines des repreneurs. Alors ça, c'est complexe. Le transfert, évidemment, ça se fait. Puis la période après, c'est aussi important. Parce que souvent, le cédant va rester. L'autre est là, a pris la possession de l'entreprise. Oups, il y a une balance de vente. Alors, comment est-ce qu'on gère ça? C'est d'autres intervenants. Alors, c'est complexe, mais je pense qu'au Québec, particulièrement, là, comme gouvernement, on avait commencé à le faire, puis là, le gouvernement continue à le faire. Notre mouture industrielle, mouture des PME du Québec requiert qu'on ait une meilleure, je pense, plateforme pour le reprenariat qui est très importante. Je veux rebondir là-dessus parce que moi, je vois beaucoup de repreneurs là, qui sont à la quête des moyennes entreprises, des 100 et plus, là, qui sont minoritaires par rapport aux petites. Parce que les petites, en fin de compte, ça se crée des emplois à la base, parce qu'une acquisition, c'est des petites acquisitions, puis l'acquéreur qui va acheter une petite entreprise va dire, bien, je vais travailler 60 heures pour gagner 45 000, être capable de payer mes employés. Il y a comme un peu je vois que la relève est un peu désintéressée aux petites. Puis, qu'est-ce que je vois souvent, c'est que les grosses sont peut-être plus accompagnées, mais les petites sont laissées à eux-mêmes puis ils ne savent pas où chercher les ressources. Comment qu'on pourrait aider cette catégorie dans... Bon point. D'ailleurs, moi, j'ai fait une entente avec l'École de la Beauce d'entrepreneuriat parce que je pense qu'elle prend d'autres écoles d'entrepreneurs. Parce que malgré ce qu'on peut penser au Québec, on n'a pas tant d'entrepreneurs que ça. C'est un mot galvaudé, entrepreneur. Tout le monde déclare entrepreneur, mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas. Mais les jeunes qui veulent prendre des entreprises, là, il n'y en a pas tant que ça. Puis je le regarde, parce que j'ai fait l'étude avec McKinsey à l'époque, pour regarder. Le problème est-tu la recherche fondamentale, recherche appliquée, entrepreneuriat? Puis le problème, c'est l'entrepreneuriat. Parce qu'on a, au Québec, avec les fonds de recherche, une très bonne notoriété internationale par rapport à l'investissement en PIB en recherche fondamentale. La recherche appliquée, je regarde ce qui se passe au MILA, par exemple, avec l'intelligence artificielle, beaucoup de choses qui se font. Des repreneurs, des entrepreneurs, il n'y en a pas tant que ça. Des startups au Québec, par rapport au Canada, là, on est vraiment les derniers. Alors, pourquoi? Il faut peut-être former les jeunes à être moins négatifs au risque. Mais tu sais, on a des bons emplois. Le problème, c'est qu'on offre des bons emplois. Tu vas chez Airbus, ben, tu vois, tu as Mercedes. Alors, peut-être que les jeunes te disent, un couple, l'un va aller chez Airbus, puis l'autre va peut-être partir d'une entreprise. Il va falloir commencer à valoriser la prise de risque jeune. Et ça, je pense, c'est un enjeu sociétal important pour le Québec. Ah, entièrement d'accord. Une autre question. Quelles sont vos attentes pour garder... excusez-moi. Je vais un petit peu le monter.
comment pouvons-nous protéger nos sièges sociaux en termes de réglementation? Puis quel est le rôle des institutions financières dans le processus de rachat? Bon, c'est un autre sujet. Évidemment, on parle des 2,5 des entreprises qui créent 60 du PIB. Là. Au Québec, il y a à peu près 600 sièges sociaux. J'en considère à peu près 150 significatifs. On avait fait la liste, là, sans faire du Big Brother. On avait regardé la liste des entreprises qu'on ne voulait pas voir partir. Sous Mme Marois, en 2014, il y avait eu une étude qui avait été demandée à différentes personnes. Donc, Claude Séguin a fait l'étude, un rapport que j'ai lu récemment. Puis, on faisait état à ce moment-là qu'on devrait peut-être faire de la réglementation pour protéger les conseils d'administration sur des offres hostiles. Parce que vous entendez sur les 150 significatives, sont toutes publiques. Les compagnies publiques sont celles, généralement, qui ont le plus d'impact sur la vitalité économique, évidemment, le processus décisionnel, tu l'as mentionné tantôt. Et là, on disait, par exemple, puis Claude Lamoureux avait ça chez Teachers, là, après 10 ans, on devrait, pour pas laisser les activistes détruire les sociétés, les morceler, tout ça, on devrait avoir un système où le droit de vote, par exemple, quand on fait une réunion d'actionnaires, bien, si tu n'es pas actionnaire depuis 2 ans, tu ne votes pas. Ou si tu l'es depuis 2 ans, tu as 2 votes, là, peu importe les multivotantes. Puis, personne ne l'a fait. Les péquistes ne l'ont pas fait. Nous, on ne l'a pas fait. C'est un peu dangereux, jouer dans la réglementation, parce qu'on veut un marché efficient, on veut un marché... Puis, tu sais, je regarde au Québec, là, en termes de nombre de transactions, on est plus acquéreur que vendeur. Généralement, depuis 10 ans, là, tout parti politique confondu, au Québec, on achète 1,5 fois plus d'entreprises qu'on en vend. Ça, c'est en termes de nombre d'entreprises. Je n'ai pas les chiffres au niveau quantitatif parce que ce n'est pas souvent public. Probablement que ce n'est pas le cas. Parce que quand on en perd des grosses, ça frappe. On a vu récemment une là, qui était dans ton ancien secteur, là, qui nous a fait mal un petit peu. Alors, je pense que nous, la politique, il y a 4 façons d'intervenir. Moi, je pense que le niveau réglementaire, c'est dangereux de faire des lois, parce qu'on pourrait faire une loi. Moi, j'avais dit à un moment donné, on va acheter 30 de toutes les compagnies du Québec. Le gouvernement, l'investissement Québec, ça serait ridicule, ça coûtait 100 milliards. Là, c'est sûr qu'il n'y en a pas une qui serait vendue. Je ne suis pas sûr que le marché financier aimerait ça. Je ne suis pas sûr qu'on serait bien perçu de la part des Américains et des Européens. Donc, il faut laisser une certaine liberté du marché. Alors, le côté hostile, puis je pense depuis quelques années, on a vu de moins en moins d'activités hostiles contre des compagnies québécoises publiques. On n'a pas vu beaucoup depuis. Moi, depuis que je suis en poste, je ne me rappelle pas d'en avoir vu une. Alors donc, je pense qu'on est plus calme par rapport à ça. Maintenant, je pense qu'il y a un élément important, c'est qu'il faut que le climat d'affaires soit favorable. On ne veut pas que... Parce que souvent, si l'entreprise essaie de dénicher son siège social ou de vendre l'entreprise, bien, il y a peut-être des raisons sous-jacentes à ça. Alors, c'est quoi l'environnement d'affaires au Québec? Moi, je pense qu'il s'est amélioré. Il faut faire attention. On parle, M. Girard, mon ancien collègue, regarde, par exemple... Comment est-ce qu'on va taxer les options d'achat? On a parlé beaucoup de ça à un moment donné, quand on veut encourager la détention d'actions de la part de nos dirigeants. Donc, peut-être gain capital différé, on a fait des choses, on a fait des fiducies. Alors, il faut rendre ça plus facile pour la détention du management dans l'entreprise. La fiscalité des corporations, il faut l'adresser. D'ailleurs, le gouvernement va le faire parce qu'on a commencé avec les particuliers. Il y a des bonnes choses qui ont été faites. Maintenant, il faut adresser l'enjeu de la surtaxation qui est souvent problématique parce que la taxation des entreprises va souvent faire en sorte que le Conseil va dire, bien là, si on a une juridiction qui est plus favorable, pourquoi pas aller tester là? Alors ça, je pense que le contexte de climat d'affaires doit être une préoccupation des gouvernements tout en respectant le fait que les enjeux au Québec sont propres à nous. Maintenant, au niveau du gouvernement, les choses qu'on doit faire, moi, je me rappelle, on a mis en place, quand on est arrivé en 2019, un fonds d'1 milliard qu'on appelle le Fonds de croissance entreprise du Québec, fonds qui a été utilisé. Par exemple, je regarde Garda, c'est public, je peux le dire, on a mis 400 millions chez Garda pour faire une acquisition importante aux États-Unis parce qu'on avait mis là-dedans qu'il y avait des clauses de protection du siège social et d'avoir un rehaussement du nombre d'effectifs au processus décisionnel, c'est ça qu'on veut. Je regarde Métro, la chaîne d'approvisionnement qui a acheté Post Canada, une compagnie du Québec, belle compagnie Fleuron. On a fait l'acquisition, on a mis de l'argent là-dedans. Donc, on a un fonds qui se préoccupe, parce que la meilleure défensive, c'est l'offensive. Si on veut gagner nos sièges sociaux, mettons-les performants, profitons du fait qu'on a des programmes pour les encourager. Il y a un programme qu'on a mis en place, le programme SR, où on permet aux entreprises d'avoir du financement, pas de la subvention, d'avoir du financement à coût intéressant pour les investissements stratégiques. Alors, je pense que le gouvernement, le rôle, c'est plus d'avoir des outils pour que les entreprises puissent performer plutôt que de mettre un cadre réglementaire. Je termine en disant que
un élément important, c'est les institutions financières. Tu as posé la question. Et je pense qu'il doit y avoir, au Canada, pas juste au Canada, quand je parle à Champagne, à Ottawa, il y a la même réaction que moi. Il faut que les institutions financières canadiennes et québécoises, quand il y a un changement de contrôle, puis on a beaucoup maintenant des fonds de placement, des fonds d'investissement qui vont acheter des entreprises. Pourquoi? Parce qu'ils voient une valeur. Souvent, on vend une entreprise parce qu'on est sous-évalué au niveau des marchés financiers. Puis c'est le problème du Québec, parce que souvent, ou le Canada, en fait, Téléco Brosso fait des rapports sur ça récemment, on est sous-évalué. Donc, les sociétés regardent ça, puis là, on va aller voir un fonds de private equity. Puis le private equity, évidemment, peuvent payer plus cher, ils n'ont pas la même perspective court terme. Puis c'est correct quand ça arrive, parce qu'il y a des clauses qui protègent les sièges sociaux. Mais quand le flip arrive 6 ans après, bien là, on ne sait pas ce qui va arriver. Alors moi, je pense qu'on doit. Ça, c'est pas une loi, là. C'est dans l'ADN des fonds d'investissement, sur Teachers of Commerce, PSP, Caisse des dépôts. Quand il y a un changement d'actionnariat puis un fonds de private equity qui prend le contrôle, il faut avoir au moins 25 à 40 de détention. Parce que si on est à la table comme institution financière, quand le flip va arriver 6 ans après, parce que c'est pas mauvais qu'une compagnie se privatise. Moi, j'ai toujours été un peu cynique. Je pense qu'une compagnie publique devrait avoir un market cap de 2 milliards et plus. En bas d'1 milliard, ça devrait être privé. Privé avec des investisseurs qui sont stratégiques, qui sont capables de supporter le management. Mais à un moment donné, ces gens-là vont vouloir passer à d'autres choses. Quand ils vont vendre l'entreprise, s'ils sont tout seuls, ils vont dire, bon, on va vendre ça à n'importe qui. Alors que si la Caisse de dépôt est là, Teachers est là, PSP est là, à hauteur de 25, 30, 35 il y a une discussion qui va avoir lieu avant que la vente ait lieu. Je vais passer la parole à Comlan, qui connaît bien l'éducation. Première question, Comlan. Comment les centres entrepreneuriat universitaires puis les écoles de gestion peuvent-ils contribuer au maintien des sièges sociaux au Québec? J'aime bien la question. Je pense que c'est... Je vais redéfinir ta description de tâche pour ça. C'est un peu pour savoir. Mais plus sérieusement, Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure de la formation. Donc, je pense que l'un des premiers points, c'est de renforcer l'expertise locale. Et pour renforcer l'expertise locale, ça passe par les centres de formation, les écoles de gestion dans le cas de l'entrepreneuriat. J'allais presque dire, c'est de faire comme l'école de sciences de la gestion, parce qu'on a le côté recherche. Genre, on a le Carrefour Entreprendre à Impact. On a les formations créditées en entrepreneuriat, un programme de premier cycle et deuxième cycle en dynamique entrepreneuriale. On a, comme je vois Sébastien Lagueux, là, du Centre pour la formation continue, qui est là. On a aussi développé un programme, une certification en entrepreneuriat, comme l'école de bourse. Donc, on essaye, mais ça, c'est parce qu'on veut être ancré dans la société. Quels sont les besoins de la société? Tout à l'heure, j'ai parlé des transitions qui secouent notre société, et l'entrepreneuriat est un bon point. Donc, je pense quand même qu'il faut renforcer l'entrepreneuriat. Et ce que moi, je veux comme doyen, c'est qu'on en fasse plus. C'est jamais assez, mais il faut quand même continuer à améliorer les choses et à voir quels sont les besoins de la société. Vous parliez tout à l'heure d'Airbus, je vais rebondir dessus, je ne peux pas m'empêcher de nous vanter. Mais Airbus, ils viennent de créer, je ne sais pas si c'est Airbus ou Mirabel, le Living Lab. Et le responsable, c'est un de nos professeurs, Mehran Ebrahimi, qui est connu dans le domaine de l'aéronautique. Et il y a quelque temps, on avait aussi, j'ai oublié son nom, Benoît, le directeur général d'Airbus, en fait, qui est venu faire une... Schulz. Oui, c'est ça, Benoît Schulz, qui est venu faire une présentation ici. C'est ce lien-là, ce maillage avec le monde des affaires qui est très important. Aussi, vous aviez dit tout à l'heure, je rebondis sur tout ce que vous avez dit avant, moi c'est bon de... l'entrepreneuriat ou le goût du risque, ça ne se prend pas du jour au lendemain. Donc, moi je dirais que la formation doit commencer beaucoup plus tôt. En ce qui nous concerne à l'ESG, on est en train de développer quand même tout un lien avec les cégeps. Donc, je pense que ce n'est pas seulement la formation universitaire, mais tant que je dis, je contrôle et on peut l'encourager ici, mais je pense que ça doit commencer beaucoup plus tôt avec les cégeps. Donc, je pense que c'est d'intégrer les deux. Donc, on est en train de développer des programmes DEC-BAC
DEC pour le cégep et bac, pour permettre aussi de développer l'entrepreneuriat et d'autres choses, les formations en gestion beaucoup plus tôt. Et je pense que c'est quand même des éléments qui sont intéressants. Et aussi le soutien aux entreprises émergentes. Parce qu'on a dit école de gestion et centre d'entrepreneuriat, c'est ce que j'ai constaté, c'est que souvent les entrepreneurs sont, mettons, envahis par le côté administratif de la chose. Ils n'ont pas souvent de formation en finance, mais ça, on peut passer dessus. Ils n'ont pas souvent Mais ce sont des formations où le volet juridique, on en discutait tout à l'heure, le volet juridique, je pense que les centres d'entrepreneuriat peuvent aider comme courroie de transmission pour les soutenir, les PME qui n'ont pas suffisamment de personnel à développer tout ce côté-là ou à les soutenir, toutes ces entreprises-là. L'autre point, c'est pas seulement à maintenir les sièges sociaux, mais à attirer aussi des sièges sociaux. Il y a quelques années, bon, ça n'a pas marché tout à fait, mais la Bourse de Montréal avait l'exclusivité des transactions dans le domaine des produits dérivés. Donc, je pense que c'était Bernard Landry qui était Premier ministre à l'époque, et on nous avait demandé comment on peut faire pour soutenir, pour développer l'expertise locale. Parce qu'on savait que aussitôt que l'exclusivité allait partir, il y a un risque quand même qu'on perde le siège social. Donc nous, d'ailleurs, je vois le directeur du DSS en instruments financiers dérivés. Donc le DSS en instruments financiers dérivés a été créé en collaboration avec la Bourse de Montréal à cette époque-là. Donc de façon générale, développer l'expertise locale permet de maintenir, mais aussi d'attirer de nouveaux sièges sociaux à Montréal, à toute fin pratique. Et c'est ça qu'il faut travailler. Et moi, je pense qu'il y a un côté vente aussi qui doit être très important parce que Montréal est quand même la première ville universitaire d'Amérique du Nord, devant Boston et autres. Mais comment on n'arrive pas à transmettre ça pour montrer que l'expertise est là et vendre nos expertises? Ce n'est pas seulement le départ des sièges sociaux, c'est le départ aussi de l'expertise en soi humaine qui est important. Qu'on parle d'entrepreneuriat, de cybersécurité, l'expertise, on l'a et il faut s'assurer de garder l'expertise et de le promouvoir. Quand je parle de l'école des sciences de la gestion, je sais, parce qu'on a 300 professeurs. Je discutais tout à l'heure par rapport aux autres écoles de gestion. Mais c'est tous des experts dans leur domaine respectif. Je pense que les gouvernements devraient se servir beaucoup plus, servir, ce n'est pas le bon mot, mais devraient collaborer beaucoup plus avec les universités pour voir comment exploiter cette mine-là d'expertise. Chacun est expert dans son domaine. Donc, je pense que les écoles de gestion peuvent contribuer énormément en créant ce continuum-là du début à la fin et puis en soutenant les entreprises. Nous, je parle toujours pour ma paroisse, nous, on essaye, on se définit comme ancré dans la société. Donc, si on est ancré dans la société, c'est s'arrimer sur les besoins et de servir adéquatement cette société-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours. Et c'est ce que je vais te demander de faire aussi. Merci, Komlan. Si je peux donner mon petit point de vue, parce que c'est sûr que les centres d'entrepreneuriat, je connais un peu ça. Effectivement, je crois que l'émaillage avec les cégeps, c'est un excellent point. Vous le savez, partir une entreprise, après 4 ans, il y en a plusieurs qui ne réussissent pas à passer à travers. Après 4 ans à temps plein, on veut accompagner un start-up sur 1 an, puis on dit, OK, tu es capable. Les probabilités de succès sont tellement bas. Donc, si on fait des bons maillages avec des cégeps, à ce moment-là, on peut accompagner avec des deck-back, on peut accompagner quelqu'un sur 5 ans dans son projet d'affaires. Donc, les probabilités de succès vont être beaucoup plus grandes. Relié à l'éducation globalement, je pense que ça part du primaire. Si on prend d'autres pays dans le monde, les enfants vont avec les parents au marché, ils ont 2 ans, ils participent déjà à l'entrepreneuriat. Ça devient dans la culture. Ici, on l'a un peu perdu, donc, mais c'est difficile pour le monde de l'éducation de mettre dans leur mur des gens qui connaissent l'entrepreneuriat. On l'a dit, c'est quand même des individus assez rares
compréhension, c'est quoi l'entrepreneuriat. Puis des fois, si on parlait de la Beauce qui avait eu des bons coups, la Beauce a eu des bons coups parce qu'ils ont utilisé aussi des intervenants qui étaient sur le terrain et ont fait un bon mix. Donc, on a besoin de faire des changements, là, je pense, au Québec, au point de vue de l'éducation, de mettre plus d'emphase sur l'entrepreneuriat. Puis je pense que vous voulez rebondir. Je veux rebondir sur parce qu'on joue au ping-pong un peu. Mais moi, quand je suis arrivé en poste, je regardais les fameuses zones d'innovation. Je trouvais que c'était important qu'on ait les clusters de Porter à l'époque. On monte à plusieurs générations. Puis j'étais en Allemagne. J'avais étudié un peu le modèle des Fraunhofer en Allemagne, des centres de recherche. J'avais étudié aussi le système d'éducation. Puis j'avais réalisé le système dual. Là. Puis j'étais impressionné. Puis quand je parlais à Airbus, Benoît, tout ça... Du système dual, c'est au secondaire qui partent. Là. Les jeunes du secondaire vont faire des stages des entreprises. Puis moi, quand j'étais en politique, je suis récemment en politique, j'allais me promener dans les écoles secondaires. À Terrebonne, il y en a plusieurs. Puis moi, je parlais aux jeunes, je leur disais, vous savez quoi? Vous allez travailler jusqu'à 80, 75. Parce que la longévité va faire en sorte. Tes retraites 55, là, comme moi, j'ai appris à l'âge de 25 ans, ça n'arrivera plus. Alors, si tu travailles jusqu'à 75 ans, quand même ton bac, tu le ferais à 35 ans, c'est pas grave. CCTT, je parlais de ça tantôt à quelqu'un ici, le cégep, qui ont développé CCTT à 59 au Québec, de montrer à nos jeunes des métiers avant seulement qu'ils aillent faire le maîtrise, doctorat, le faire travailler dans des entreprises. Peut-être ça va leur donner un plus grand sens entrepreneurial, puis ils partent en affaires, ils font leur bac après. Peut-être difficile si c'est réussi, mais alors moi, je pense qu'il faut revoir tout ça, le système d'éducation. Puis oui, vous avez un rôle important à jouer. Nous, le gouvernement peut juste mettre des programmes en place, on ne fait rien, nous autres, mais il faut que les entreprises participent à ça. Il faut que les entreprises aillent rapidement prendre nos jeunes au secondaire puis leur faire connaître un peu ce qui se passe. Puis moi, je pense que l'Allemagne a été... il y a d'autres enjeux, là, présentement, mais l'Allemagne l'a très, très, très bien réussi. On pourrait en parler toute l'après-midi, donc on peut continuer. On peut passer maintenant à la période de questions. Les questions vont porter sur la conférence. Donc, il y a un micro ici en avant pour ceux qui veulent venir poser une question à nos conférenciers. Bonjour, mon nom c'est Emmanuel Dubourg. Je veux d'abord vous remercier pour cette belle présentation. Vous êtes des experts. J'ai une question qui me trotte dans la tête en écoutant Benoît parler de Drakkar. C'est qu'en 2021, il y a une loi qui a été votée à la Chambre des communes du Canada sur le transfert intergénérationnel, à savoir, c'est-à-dire qu'auparavant, quand vous voulez vendre votre entreprise à un étranger, vous avez droit à une déduction pour gain en capital d'environ 900 000 $, tandis que si vous avez décidé de vendre cette entreprise-là à votre enfant, vous n'y avez pas droit. C'est considéré comme étant un dividende. Donc, depuis l'arrivée de cette loi en 2021, est-ce que ça a eu un impact sur les transferts intergénérationnels depuis ici au Québec? Merci. La question s'adresse à toi. Tu peux jouer dans le miroir. Hein? Tu peux passer la question. C'est sûr que je vais passer la POC. Parce que ça fait partie, moi, des conditions à être mises en place pour que ça facilite l'intérêt, même si ce n'est pas dans un contexte d'intergénération, mais de propriété locale et de maintien des sièges sociaux. Alors, je vais me permettre de passer la POC à mon ami Pierre pour voir s'il y a de l'ambition et de l'appétit pour ça. J'ai une réponse partielle, je ne suis pas fiscaliste, mais il existe au Canada un programme des FUTUSI de 21 ans. Donc, pendant 21 ans, on peut faire un transfert intergénérationnel puis on repousse le gain capital. Maintenant, au Québec, on a quelques situations dont je suis familier où le 21 ans est passé. Et là, je pense qu'il y a une prise de conscience parce que tantôt, on parlait le contexte d'affaires doit être favorable pour maintenir les sociétés, ne pas les vendre. Donc, c'est sûr qu'il faut regarder ça. Gain capital, c'est un peu complexe là, au Canada présentement. Là, puis on a suivi les autres au fédéral, au provincial. Fait que c'est pas le temps de commencer à jouer là-dedans. Mais en même temps, je pense que c'est autant Mme Freeland que Grégory Girard en ont discuté. Le 21 ans, on re-questionne maintenant. Est-ce qu'on devrait l'augmenter? Est-ce qu'on devrait l'élargir? Pas tout le monde doit ça. Parce qu'on est sensible à ça. Les gouvernements sont, puis moi, sont sensibles à ça. Mais c'est pas simple, là. Parce que dans un contexte de finances publiques qui sont un peu déficitaires, il faut chercher l'argent où on peut.
Donc, bonjour, mon nom c'est Landia Fonrose. Moi, ma question, c'est à propos du reprenariat. En fait, j'ai l'impression que pour les jeunes, c'est beaucoup plus difficile que l'entrepreneuriat. Parce que honnêtement, j'ai essayé, mais quand j'appelle une banque, j'ai vu avec Futurpreneur aussi, mais eux, c'est plus l'entrepreneuriat. Mais ils acceptent aussi le reprenariat pour leur financement. Mais tu regardes, ils te disent avec la banque, oh, il faut que tu aies 25% on va dire, comme mise de fonds en étant jeune, puis tu as la motivation, mais tu n'as pas l'argent. Comment tu fais, dans le fond? Ben, c'est ça le point central du maillage avec les différents intervenants. Le CETEC, il y a un fonds d'investissement qu'on a créé, j'oublie l'acronyme, où il y a Investissement Québec, le Fonds de solidarité, puis la Caisse de dépôt. Il y a un fonds d'investissement qui a été fait pour permettre aux repreneurs de prendre action. Et le CETEC a aussi des ressources humaines pour s'occuper du reprenariat. Présentement, le focus, c'est plus d'entreprises de 20 personnes et moins. Mais, ils ont un nouveau mandat, c'était récemment annoncé, pour qu'ils bonifient ça pour aller au moins à 100 employés. En haut de 100 employés, là, on parle d'un autre type de reprenariat. Et là, les banques sont plus aptes à pouvoir travailler là-dedans. Les conseillers financiers les connaissent, mais en pas de 100 employés, c'est plus difficile un petit peu. Alors, c'est le CETEC qui est responsable de ça. Ils ont une limite. Ils ont 2000 interventions par année. Donc, on parlait tantôt qu'il va y en avoir 4-5 000, donc il en manque un peu. Donc, il va falloir qu'ils s'organisent. C'est un enjeu, effectivement. Puis, c'est pas facile d'aller voir une banque pour dire « je vais acheter une entreprise » alors qu'on n'a pas nécessairement le background. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience qui existe maintenant. Autant le bureau de comptable qui s'occupe de ce marché-là, le bureau d'avocat, le petit bureau. Il faut que le maillage soit ensemble, il faut qu'il y ait une collaboration, mais le CETEC va être au cœur. Tu sais, il y a de l'argent qui est disponible. C'est juste qu'il faut qu'elle soit bien canalisée. Puis, si je peux ajouter un point, c'est que le maillage est hyper important, mais tantôt, quand j'ai posé la question à Denis, est-ce qu'il y a de l'action, est-ce qu'il y a un achat le jour 1? Non, il y a une possibilité. Donc, il y a une importance de retrouver des entrepreneurs qui ont une perspective de créer un plan de relève, qui ont une vision de plan de relève, un peu comme Denis a fait il y a 10 ans. Donc, à ce moment-là, l'année 1, c'est plus de la découverte. Mais si l'entrepreneur sait que la personne qui est engagée, qui est un intrapreneur ou un entrepreneur qui a des ambitions, il va pouvoir faire son plan de carrière différent. Donc, l'année 1, c'est peut-être pas l'année d'investissement. Donc, dans du reprenariat. Par contre, l'année 2, puis il y a des mécanismes qui peuvent se faire avec un achat pratiquement avec pas d'argent. Et c'est du gel d'action avec des missions de valeur. Je ne rentrerai pas dans la mécanique, mais je vous dirais, quelqu'un qui est repreneur puis qui veut, qui peut pousser, il faut qu'il soit, en fin de compte, avec les bons cédants. Puis c'est un peu ça le rôle du Centre pour 2025, c'est qu'on va être à la recherche des cédants. Donc, souvent, qu'est-ce qui arrive? Bien, on ne veut pas afficher notre entreprise qui est à vendre. Parce que si on fait ça, bien, ça peut baisser notre chiffre d'affaires, puis en conséquent, baisser notre prix de vente. Donc, on va essayer de jouer une courroie de transmission pour obtenir des entreprises, des petites entreprises qui ont une perspective d'avoir un plan de relève, puis des gradués, des étudiants en place qui auraient une perspective comme ça pour essayer de faire ce maillage-là, parce qu'on en a besoin, mais il faut trouver des mécanismes différents. Puis les petites entreprises, ça ne vaut pas d'énormes montants. Ce n'est pas des millions que ça prend, là. Des fois, une entreprise, c'est 300 000. Mais 300 000 sur une perspective de 10 ans, c'est un plan de relève. C'est peut-être une partie de votre paye la première année, mais c'est possible. Je vais me permettre 2 commentaires pour ce que m'inspire ta question. C'est... non, je parle de la jeune fille. Ton esprit d'entrepreneurship devrait t'amener à faire une vigie, à regarder ce qui se passe dans le marché, parce qu'aujourd'hui, l'Internet te donne accès à toutes sortes d'informations sur les secteurs qui te stimulent ou qui te créent une certaine passion, un intérêt. Et puis là, je t'encourage à regarder les conseils d'administration, les propriétaires. Si tu vois un propriétaire qui est dans la soixantaine, c'est peut-être une bonne cible. Puis, un peu pour reprendre mon exemple de ce que j'ai fait, le fait de pouvoir rentrer dans une organisation avec une ambition, ça peut être le chemin qui peut effectivement t'amener à ton objectif. Je ne veux pas négliger que, puis je vais prendre l'exemple, là, sans faire d'ombrage à l'ESG, l'École d'entrepreneurship de Beauce, tu as le site dans l'exercice qui a été fait par le gouvernement en association avec l'école. Tu as les cédants
qui sont naturellement confidentiels, et les repreneurs. Donc, il y a effectivement cette démarche-là à travers une formation, etc. Mais je pense que c'est une dynamique en soi qui sera une pratique intéressante. Puis le dernier point que je veux faire, puis là, c'est sur le côté des entreprises, puis je vais vous donner mon exemple concret où il ne faut pas trop craindre le fait de s'afficher. Je vais vous parler de ma rencontre avec Calin Rovinescu, qui est l'ancien président d'Air Canada, dans le contexte de notre projet pour signer une entente à long terme, puis permettre à Air Canada de respecter ses engagements du passé, de ramener de la business au Québec. Et il m'a posé la question, il m'a regardé, peut-être qu'il trouvait que j'avais quelques cheveux gris. C'est quoi ta vision à long terme? Puis j'ai tout simplement pointé du doigt mon jeune associé, qui est plus jeune que moi, pour cette relation à long terme, et je n'ai pas eu besoin de m'exprimer plus longtemps. Il a compris, puis on a signé un beau contrat de 10 ans avec Air Canada, ce qui a pavé la voie à plein d'autres choses, avec entre autres les Américains qui viennent chez nous pour pouvoir faire la maintenance du A220 pour les années à venir. Je crois qu'on n'a plus de temps pour des questions. Hein? 2 minutes? 2 questions ou 2 minutes? Bonjour, Julie Gagné. Dans les années, fin des années 80, début des années 90, j'étais au Centre d'entreprise et d'innovation de Montréal, qui était avant le Centre d'entreprise du YMCA. Et à cette époque-là, il y avait des subventions pour aider les jeunes à partir en affaires. Écoutez, moi, j'ai vu des fleurons québécois quasiment partir là, Medicom, Sidley qui était diesel à l'époque, Éric Boyko qui a parti sa première entreprise. Écoutez, et on leur donnait à l'époque, c'était pas gros, c'était 6 ou 8 000 $ par entrepreneur. Et s'il y avait une subvention mise à jour un peu genre 20 30 000 pour les repreneurs et même les nouveaux entrepreneurs jeunesse, je pense que ça pourrait inciter des jeunes à partir en affaires. Mais j'ai l'impression que ça l'a. C'est plus là les subventions. Maintenant, c'est juste des prêts. Puis des fois, les jeunes, mais c'est ce qui leur manque un peu. C'est un petit coup de pouce pour aller beaucoup plus loin par la suite. Ouais. Non, c'est un bon point. Récemment, on a mis en place le programme Impulsion Québec, Impulsion PME plutôt, où c'est la subvention qu'on avait créée. On avait sorti ça du gouvernement pour pas. Parce que les subventions, c'est compliqué là, que tu donnes ça. On a mis un fonds. Puis il a été performant, mais c'était limité. C'était plus d'argent. C'était jusqu'à 100 000, jusqu'à 300 000. Donc, on avait limité le nombre de receveurs de tout ça. La question, est-ce que ça va être élargi? Possiblement. C'est sûr qu'on n'est plus dans les modes de subvention. Mais je comprends votre point. C'est qu'à un moment donné, partir des jeunes avec une entreprise qui commence, comme Mme parlait tantôt, bien, ça prend un peu de support. C'est des prêts. Ça devrait être des prêts qui devraient avoir des remboursements reportés, mais c'est sûr que si le gouvernement veut favoriser l'entrepreneurship, il va falloir qu'il y ait des mécanismes qui viennent avec, puis c'est pas toujours facile de choisir les différents programmes. Pour ma paroisse encore. Mais au Centre d'entrepreneuriat, on a des fonds de la Banque nationale. Donc, on fait le concours Mon entreprise. Comme je disais tout à l'heure, Hôtel Unique a gagné le concours Mon entreprise. Donc, c'est des bourses qu'on offre et chaque année, on fait le concours qui permet de sélectionner les meilleurs projets et on les soutient. Ce que je demandais d'ailleurs à Martin, c'est quels sont ceux qui ont gagné des bourses et ça s'est transformé en entreprises qui sont encore en activité. Donc, sur le site, il y a ça. Donc, je pense que c'est important, ce soutien-là. Et l'autre chose, pour rester dans le domaine de l'éducation, souvent, ce qui fait échouer la plupart des entreprises, comme je disais tout à l'heure, c'est le fardeau administratif. Donc, avoir un mentorat, ce qu'on fait aussi, mentorer et suivre ceux qui ont gagné des bourses. Après, on va essayer, dans notre cas, de signer des ententes avec des incubateurs en attendant de créer notre incubateur pour poursuivre, parce que ce n'est pas seulement au début. Et je connais des subventions qui existent ou des prêts où je vois que ceux qui ont la charge de donner l'argent ne trouvent pas les entreprises pour les financer. Donc, finalement, ils se retrouvent au bout, je ne vais pas citer les noms, au bout de la chaîne, le gouvernement leur donne 90 millions ou 100 millions, mettons fédéral ou provincial, et là, ils ne savent pas quelle entreprise financer, quelle start-up financer
parce que tout simplement les dossiers sont mal ficelés, et ainsi de suite. Et ça prend quand même les écoles ou, comme ce soit la Beauce ou autre, pour pouvoir les accompagner, les mentorer, les suivre tout au long de la vie. Et tu as bien fait de dire ça tout à l'heure. Oui. Un autre point, mais c'est mon point. Mais un point aussi, je pense, important pour le gouvernement, c'est que je ne pense pas que le gouvernement donne des subventions. Je suis un peu contre ça, sauf des dossiers stratégiques. Mais on avait créé Axelis avec le BCI. On avait regroupé les centres de valorisation ensemble avec Axelis. L'idée était l'économie circulaire. Comment on peut trouver une façon pour que Axelis, détaché du gouvernement, travaille avec les universités, donne des subventions pour des projets de recherche qui vont devenir appliqués à l'entreprise, puis l'argent se recycle. Oui. Comment on trouve un moyen pour que, quand on donne une subvention à quelqu'un qui réussit, la partie revient et on le donne à l'autre? Parce que le gouvernement n'est pas toujours celui qui donne. À un moment donné, on a des limites de ce qu'on peut faire. Alors, il faut trouver une façon de recirculer l'argent. Les Américains le font très bien. Très, très bien. Alors, on a commencé. Axelis, je pense que c'est un bon point, mais je pense que votre rôle, les universités, vous particulièrement, c'est vous qui devriez gérer ça, puis trouver une façon de prendre des warrants, de prendre quelque chose, une participation quelconque. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Quand ça marche, oups, on prend l'argent et on le donne à l'autre. Ça, pour le gouvernement, c'est champion. Parce que sinon, on ne peut pas toujours être la vache à lait. Bien, je suis entièrement d'accord avec vous. En fin de compte, partir en affaires, c'est de prendre des risques. Si on demande à tout le monde de prendre des risques pour nous, ben, on n'a pas le profil d'être entrepreneur. Malheureusement, on n'a plus de temps pour d'autres questions. Par contre, on va poursuivre le cocktail avec du réseautage. Donc, vous allez pouvoir poser des questions si vous avez la chance de nous croiser. Donc, en premier lieu, je veux dire merci à l'équipe des conférenciers. C'est vraiment apprécié. C'est vraiment intéressant. Puis je vous inviterai à aller dans le foyer pour un petit cocktail qui va vous être servi. Donc, bon réseautage. Au plaisir.